Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinée de dialogue avec Pascal Brocard sur le management de la génération Z. Alors, le thème du management n'est pas fréquemment, même jusqu'à maintenant jamais, je dois dire, dans les programmes de l'Institut Diderot. Mais comme vous le savez, la société a été traversée au niveau du travail par un certain nombre d'évolutions assez générales, vous les connaissez toutes, tous. C'est la difficulté de recruter, c'est la difficulté de fidéliser, c'est la démission de talents pour des reconversions relativement improbables, c'est l'abandon de poste de gens qui du jour au lendemain ne viennent plus dans l'entreprise sans se soucier de leur contrat de travail, de leurs engagements à l'égard de l'employeur ou des clients. C'est aussi la multiplication des gens qui vont de boulot en boulot simplement pour renouveler leurs droits au chômage. Bon. Tout ça, c'est des diagnostics qui sont assez connus. Alors, s'agissant des causes, quelles sont-elles? Le problème est tellement général qu'on peut penser qu'elles-mêmes sont sociétales, qu'elles sont liées à d'autres évolutions de la société. Bon, le désengagement qui est à l'ordre du jour face à l'engagement politique, à l'engagement familial, eh bien, s'étend aussi, bien sûr, à l'engagement envers le travail. C'est sans doute une des causes. Il y a un mal-être assez général qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau. On considère qu'il y a une trentaine de % de la population qui a des problèmes psychiques d'une nature ou d'une autre. C'est une deuxième source de problèmes, sans doute. Et il y a aussi un phénomène qu'on sous-estime sûrement, du côté des employeurs en tout cas, un besoin d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce que nous restons tous très impressionnés par l'idée que depuis le début du XXe siècle, la durée de travail annuelle a été divisée par 2. On est passé de 3000 heures à peu près par an à 1500 heures. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une demande de plus en plus pressante pour disposer de temps personnel. Eh bien, ça a une explication relativement rationnelle. D'une part, ce phénomène a été accompagné par le fait que les conjoints sont deux à travailler, que le temps de trajet pour aller au travail s'est augmenté. Donc finalement, le temps disponible au niveau de la famille, lui, n'a pas augmenté sur le long de cette période. Je dirais même qu'il a été réduit si on tient compte que désormais, dans la société, il y a 40% des ménages qui sont soit des ménages unipersonnels, soit des familles monoparentales, et donc les corvées familiales, domestiques, eh bien, se concentrent de plus en plus sur un individu, et donc l'exigence de temps personnel s'accroît. Et c'est d'autant plus vrai que les exigences, les sollicitations qui s'adressent à l'individu dans sa vie privée ont fantastiquement augmenté. On est arrivé à, ça descend un peu, 3h26 de temps consacré chaque jour à la télévision, et le temps consacré au téléphone a désormais dépassé ça, puisqu'on a dépassé 3h30. Vous additionnez les deux, vous multipliez par 365, on a très largement dépassé le temps de travail, ne serait-ce que par ces deux sollicitations. Mais ce ne sont pas les seuls. On sait bien que la santé, le sport, enfin, les contraintes administratives exercent également une pression de plus en plus grande sur la vie privée. Donc il y a là un corner qu'il va falloir un jour ou l'autre prendre en compte. Bon, par ailleurs, il y a ce hiatus qui se crée progressivement entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs que prône notre société médiatique. Regardons par exemple, le travailleur n'est plus un héros aujourd'hui. Au contraire, on lui explique à longueur de page, à longueur d'émissions de télévision, qu'il est en train de détruire la planète. Ce n'est pas très encourageant, c'est même un petit peu décourageant, je dois dire. Autre phénomène, par exemple, dans le même sens, les entreprises que vantent les médias sont les entreprises à mission. C'est-à-dire qu'on considère que lorsqu'on consacre 1% de sa valeur ajoutée à des missions de RSE, vraiment, on est une véritable entreprise qui mérite d'être bien considérée par la société. Si vous n'êtes pas ça, le fait que vous consacriez 65% de votre valeur ajoutée au salaire, que vous en consacriez 25% en plus à l'État sous forme d'impôts, de cotisations sociales, tout ceci n'est pas très important, n'a pas beaucoup de valeur.
les 1% sont tellement plus importants. Eh bien, quand vous travaillez, vous vous dites que finalement, vous n'êtes plus dans le coup, vous êtes un has-been, vous êtes un dinosaure, et que votre travail n'a plus beaucoup de sens ni d'utilité. C'est aussi un facteur très important. La bureaucratie aussi, elle est partout, on s'en plaint tous, certainement on contribue à la développer d'ailleurs, chacun de notre côté, mais dans l'entreprise, elle a abouti au fait que le cadre, qu'est-ce qu'un cadre désormais? Est-ce que c'est un manager? Non, c'est un contrôleur. Il est là pour vérifier que la loi, la norme, la directive est respectée. Les respectives aussi des multiples services fonctionnels qui prolifèrent dans l'entreprise. Il n'est pas seulement subordonné à un chef, il doit appliquer les directives de la DRH, de la DSI, de la direction de sécurité, de la direction RSE. Bref, il administre en mettant en jeu sa responsabilité pénale, alors que pour son travail, dans le fond, c'est assez peu important et on ne recherchera jamais sa responsabilité. C'est un monde complètement à l'envers. Comment voulez-vous qu'il ne désespère pas un certain nombre de gens qui pratiquent ces métiers? Pour autant, bien que large, le phénomène n'est pas général. Il y a des gens qui travaillent, encore beaucoup, sans doute la majorité, et qui sont même heureux de ce qu'ils font. Et ceci, ça se passe généralement grâce à de bonnes conditions en matière de management. Et c'est pour ça que nous avons été intéressés par le profil de M. Brocard. Parce qu'au fond, lui-même a une grande responsabilité, une grande carrière en tant que manager, et il a su donner, dans les conditions les plus difficiles, aux gens qui l'encadraient, la volonté de faire, la volonté de bien faire, et tout en étant heureux dans ce qu'il faisait. Et je crois que c'est la qualité du management qui peut constituer aujourd'hui la meilleure barrière contre toutes les dérives qui touchent le travail. C'est pour ça que nous lui avons demandé de venir, que nous le remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais maintenant lui céder la parole. Monsieur Brocard, vous en avez pour 45 minutes. Ensuite, vous serez soumis aux questions de la salle qui ne manqueront certainement pas. Vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, de m'accueillir parmi vous, ainsi que Monsieur le Directeur. Je vous remercie d'être présent, malgré la conjoncture actuelle, qui n'est pas forcément, on va dire, où c'est pas très facile aujourd'hui de venir se déplacer dans Paris, je le pense. Je pense que ça va être surtout pour le retour, où ça va être compliqué. Donc là-dessus, j'ai fait une carrière, j'ai fait 41 ans dans l'institution. Je vais juste revenir un petit peu le pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc c'était important pour moi de l'écrire, de faire passer des messages. De faire passer des messages, pourquoi? Parce que il faut travailler dans l'émotionnel. J'ai toujours travaillé dans l'émotionnel. La gestion de l'émotion de l'autre. J'ai commandé des hommes dans certaines situations compliquées en mission. J'ai fait 14 ans le chef de groupe Action. C'est pas rien. Il faut les former, il faut les conduire, il faut les entraîner aussi, les conduire en opération. C'est gérer aussi leur famille. On les manage. On manage. Dans l'armée, on commande, on ne manage pas. Mais derrière tout ça, il y a quand même une partie managériale. Cette partie managériale, on doit la toucher du bout du doigt. On doit toucher aussi la famille. Pourquoi? C'est exactement pareil en entreprise. Ça fait 5 ans que je travaille en même temps au travers des entreprises, où je fais du conseil en entreprise, en France, au Luxembourg. Je suis vacataire à l'Université de Montpellier, donc à la fac de droit, à l'ESSEC de Montpellier, dans tout ce qui est QHSE, entre autres, où je forme des Master 1 en management, en intelligence émotionnelle, au travers de l'interculturalisme, au travers aussi de tout ce qu'on peut retrouver en termes d'émotionnel. Et ça, c'est important. L'intelligence émotionnelle prend vraiment son plein essor dedans. Et ensuite, je travaille sur des Master 2. Je suis négociateur en gestion de crise. Donc, j'ai été formé en police, ce qui est assez anachronique pour quelqu'un de la défense. Mais c'est important. J'ai appris beaucoup. On apprend beaucoup aussi. Quelle que soit la personne que l'on est en face, ce qui est important, ça va être l'empathie. Et dans la partie managériale, si vous n'avez pas d'empathie,
c'est exactement pareil. Conduire des hommes, quand vous avez des blessés, quand vous avez des pertes aussi, en entraînement, ça peut arriver, ça ne doit pas arriver. Malheureusement, ça arrive. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est force spéciale, à un moment donné, si on veut être proche de la réalité, il faut aussi s'entraîner. Et malgré ça, le facteur humain, j'ai appris que c'était quand même la clé du succès. Et que l'on soit dans l'institution militaire, que l'on soit dans l'intérieur, dans l'éducation nationale, que l'on soit en entreprise, le facteur humain, c'est ce qui est prédominant. On le voit même parmi vous, de toute façon, c'est prédominant. Tout ce que l'on peut faire passer comme message va être important. Il n'y a pas de petit message. Le petit message paraît anodin, mais il est important. C'est bien souvent celui que l'on va retenir. C'est le petit message qui paraît anodin, qui est caché derrière le gros message. Mais le petit message, il va apparaître au travers de quoi? Au travers du comportemental. Ça va être l'écoute active qui va être dominante. L'écoute active qui va aussi amener de l'induction. L'écoute active, là je le vois, je regarde vos visages, ça fait partie de l'écoute active. Tout ça, c'est pas anodin. Vous êtes des personnes à haute responsabilité. Ces hautes responsabilités, en dessous, vous avez du personnel aussi. Ces gens-là, ils vous regardent. Et quand on regarde la personne, comme vous me regardez à l'heure actuelle, vous regardez mes émotions, vous regardez dans mes yeux, vous regardez ma gestuelle, on voit tout. Et là-dedans, c'est comme ça qu'on doit aussi apprendre à manager. Et quelle que soit déjà la génération, je fais partie d'une génération, entre la génération baby boomer et la génération X, hein, puisqu'on est à 2-3 années près sur le balancement. Là maintenant, ces générations, on va regarder un petit peu les dates, hein, la génération, on va dire la génération baby boomer qui arrive à peu près jusqu'aux années 65, 67, voilà, et après on passe à la génération X. Cette génération X qui, elle, on appelait la génération baby loser, on appelait cette génération perdue, cette génération qui a dû faire ses preuves. Cette génération, elle a dû faire toutes ses preuves pour arriver au sommet, pour arriver au poste à responsabilité. C'est ce qu'on demandait à ce moment-là. Je me rappelle de mes parents déjà avant. Avant, eux, baby boomers, ont fonctionné de cette manière par la méritocratie, ce qui est encore plus vrai du temps de la génération X. C'est la méritocratie qui amenait au poste à responsabilité. On rentrait dans une entreprise, on rentrait dans l'institution pour y faire carrière. On n'y rentrait pas pour 3 ans, pour 5 ans. Vous y êtes rentré, que ce soit dans l'institution, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit en politique, vous y rentrez pour y faire carrière parce que vous avez des croyances. On croit en certaines choses, on a des croyances et on les amène au bout. C'est ça le sujet. Pour moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné aussi. Je suis rentré par conviction dans l'institution militaire. Je suis natif de Lorraine, enfin des Vosges, plus précisément, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil. Il y a les Vosges et la Lorraine, c'est différent. C'est du chauvinisme. Mais là-dedans, c'est important. Donc, je suis rentré, j'ai été éduqué, j'ai grandi au travers, pourtant ma famille n'était pas militaire, mais j'ai grandi au travers de certaines valeurs que l'on m'a inculquées. La valeur de la République, la valeur du drapeau, la valeur de la France. J'ai grandi au travers de ça. Et c'était ma conviction, et je suis rentré par conviction dans l'institution militaire. J'aurais pu rentrer dans l'intérieur, ça ne m'aurait pas dérangé non plus, mais je suis rentré, je savais ce que je voulais faire, je savais où je voulais aller. La vie est faite d'opportunisme. J'ai été un opportuniste. J'ai saisi toutes les occasions qui se sont présentées. J'ai su à un moment donné, refuser. Ça, c'est un petit peu ce que l'on faisait, mais j'avais mes convictions. Je savais pourquoi, où je voulais aller. À l'heure actuelle, c'est ce qui va différencier ce que l'on va voir au travers de cette génération Z, qui, elle, fonctionne totalement différemment. Donc c'est pour ça. Donc après, on grandit au travers de ça. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai commandé, à l'époque, j'ai connu les appelés du contingent, le service militaire, je les ai connus, j'ai jamais fait mon service, moi je suis rentré directement, je me suis engagé. J'ai connu ces appelés du contingent. Certains disaient, ils sont pas bons, ce sont des appelés, on est là pour les embêter, on les emmerde. Non, on n'est pas là pour les embêter. Il suffit de les intéresser, et si on intéresse les gens, c'était déjà comme ça à cette époque. Et c'est encore pareil maintenant. C'est travailler sur l'intérêt de la personne, travailler sur le partage de l'impression, partage de l'émotion,
aller chercher l'empathie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Je l'ai fait, mais je l'ai fait en tant qu'autodidacte. J'ai grandi au travers de ça. J'ai fonctionné comme ça. Ça a été que de la réussite pour moi. Je n'y ai gagné. Il y a des moments où c'était moins bien. Ok, bon, on amène des corrections. C'est travailler, c'est-à-dire la remise en question. J'ai été éduqué dans cette partie, c'est la remise en question. La remise en question est importante. Et il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas d'ancienneté pour ça. Je continue à me remettre en question là-dessus. Même, je suis toujours réserviste opérationnel à l'heure actuelle. J'ai quitté l'institution. Je m'occupe maintenant, je suis réserviste opérationnel pour continuer à conseiller les chefs, mes chefs. Pourquoi? Parce qu'ils se posent des questions aussi. Donc ils vont chercher aussi des réponses. Ils cherchent à un moment donné pour ne pas être dans le faux, pour ne pas être dans l'erreur. Mais en même temps, je continue à m'occuper en même temps du facteur humain. Je m'occupe des blessés. Je m'occupe des familles non disparues à l'unité. Au niveau des forces spéciales, on a quelques blessés en opération. Ces blessés physiques ou psychologiques, qui sont les plus durs à accompagner, quelle que soit la génération. Donc j'ai des blessés de la génération de ma génération, j'ai des blessés des générations Y, des blessés de la génération Z, ils sont jeunes, ils sont déjà blessés. Donc il faut les accompagner, mais pour les accompagner, il faut les comprendre. J'ai travaillé autour de tout ça, et je continue à travailler autour de ça. Je me suis formé, je suis hypnothérapeute, mais pas hypnothérapeute pour ouvrir un cabinet. Je me suis formé à l'hypnothérapie pour aider et comprendre, et mieux comprendre le fonctionnement justement de mes blessés, des blessés psychologiques. C'est important, c'est de comprendre. Mais au travers de ça, il n'y a pas que les blessés, ça permet de comprendre beaucoup de choses ici sur notre mode de fonctionnement, sur nos certitudes, sur nos croyances. On a tous des croyances. Je ne parle pas de croyances religieuses, je parle de croyances effectives, de commandement, de gestion de l'autre, des croyances de sachants, alors que, bon, oui, on est tous des sachants, mais le sachant doit se remettre en question, et ça c'est indispensable. Pourquoi? Parce que les générations évoluent. Et si on ne veut pas se faire dépasser, et si on veut continuer à avancer, si on veut continuer à être productif, à avancer, eh ben, il va falloir se remettre en question. On doit tous se remettre en question, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre ancienneté, et quel que soit notre milieu dans lequel on évolue. Dans l'institution militaire, dans l'institution de l'intérieur, dans l'éducation nationale, dans les entreprises. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de petit milieu, il n'y a pas de grand milieu. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit se remettre en question, quel que soit notre niveau de responsabilité. Si on prend ensuite cette génération X, qui a travaillé par la méritocratie pour arriver au sommet, pour arriver au Graal, aux objectifs fixés, qu'ils se sont fixés, là-dessus, c'est important. C'est important qu'ils l'atteignent, c'est important qu'ils aient en même temps le retour sur investissement. C'est ce qu'ils attendaient à ce moment-là. On ne peut pas, là. J'attends jamais un retour sur investissement. Je sais pertinemment que s'il y a retour, il se fera naturellement. Un retour, ça vient quand ça doit venir. On ne doit pas attendre un retour spécifiquement. Et la génération pour laquelle on est là aujourd'hui, cette génération Z, elle n'attend pas des retours, elle attend juste de la confiance, qu'on lui accorde de la confiance. Elle attend, elle, d'avoir un mentor, d'avoir un manager, ce manager qui saura l'amener là où il pourra l'amener là où il voudra, mais à partir du moment où il aura fait passer le message de confiance. Ce message de confiance, il ne passe pas. La confiance, ça se gagne, ça ne s'achète pas. Un leader, c'est intrinsèque à la personne. On parle de leadership, on galvaude ce terme leadership. Le leadership, ce n'est pas anodin, le leadership. Tout le monde ne peut pas avoir, tout le monde n'a pas de leadership. Le leadership, on l'a, il est là, il est ici. Il est ici, le leadership. Il vient, il est naturel, le leadership. Donc, les gens qui se forcent à devenir des leaders ou des pseudo-leaders, qui se font passer pour des leaders, cette génération Z, elle ne les suivra pas, parce qu'il n'y aura pas, justement, on parlait de croyances, ils n'y croiront pas. Et donc, c'est important d'acquérir cette confiance au niveau de cette génération Z. Il va falloir travailler sur la partie émotionnelle. Si on reprend juste avant, la génération Y, celle qui est arrivée juste avant, qui est comprise entre cette génération X, hein, qui est venue après les années,
juste début 70 jusqu'à fin 80, hein, puisque de toute façon les générations évoluent, hein, il y a toujours un petit... Cette génération X qui a connu Tchernobyl, qui a connu en même temps derrière toute la partie des années, c'est-à-dire la fin de la guerre, qui a connu la guerre froide, qui a connu toute cette période. C'est ça qui a forgé en même temps ces générations. Qu'est-ce qui forge? Et aussi, il y a eu, juste avant, il y a eu mai 68, donc il y a eu le Vietnam. Tout ça, ça crée des générations, ça forge les générations. C'est ça qui forge les générations. C'est tous ces événements. Là, on a la génération Y qui a connu Fukushima. Ça aussi, c'est pas rien. Fukushima, ça a été quelque chose. La génération... en 89, la génération X a connu aussi la chute du mur, la fin de la guerre froide. La génération Y y était aussi, ça a été les débuts. Ils sont nés en même temps que l'informatique. Ils ont croisé le Minitel, pour certains. Ils ont croisé les Pentium, les premiers Pentium, les premiers téléphones portables, où il fallait tirer l'antenne. Donc, voilà, ils ont connu ça. Ils ne sont pas nés avec. Ils l'ont vu, ils les ont vus évoluer, ces partis. Nous, comme moi, j'ai vu, comme vous, on a vu évoluer. Nous, on a grandi avec tout ça, on a dû s'adapter. La génération Y aussi, elle a dû s'adapter, même si elle se fait passer pour une digital native. Non, la vraie digital native, c'est la génération Z. Eux, ils sont tombés en plein dedans. Donc cette génération Y, elle grandit, elle se cherche aussi. C'est un peu une génération, elle est un peu on va dire, elle est comprise entre deux, une génération à la méritocratie, une génération autodidacte qui est la génération Z. Elle est comprise entre les deux. Ça fait un peu une génération sandwich. Ça fait un peu on va dire, le problème du deuxième enfant dans une famille, dans une fratrie de trois. C'est-à-dire coincer un peu entre les deux, trouver sa place, trouver sa réelle place là-dedans. C'est pas évident de trouver sa place entre deux générations qui sont complètement différentes. Et eux, ils sont là-dedans. En plus, on va dire, ils ne sont pas aidés par la ponctualité. Ce n'est pas la ponctualité qui encourage cette génération, la génération Y. Donc, cette génération qui, à l'heure actuelle, est entre 30 et 45 ans, hein, bientôt. Donc, elle est là, elle cherche encore ses marques. Elle est entre deux, avec une génération Z qui est là, qui arrive maintenant à partir qui a 28 ans, entre 17 et 28 ans. Cette génération qui est là, qui pousse, et ça pousse derrière. Ça pousse, pourquoi? Parce que cette génération, elle est autodidacte. Maintenant, vous ne savez pas faire quelque chose, elle ne sait pas faire quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher un tuto. Vous avez des tutos pour tout. Comment tenir la fourchette, comment tenir le couteau, comment tenir le crayon, vous avez un tuto pour tout. Donc, elle est autodidacte. Elle a quasiment besoin de personne pour apprendre à faire des choses. Maintenant, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin d'un guide. C'est là où les managers doivent trouver leur place. C'est un petit peu le manque qu'il y a dans les formations en management à l'heure actuelle. Moi, je le vois quand je vais dans des entreprises, que je vais faire du conseil en entreprise, que je vais donner et voir un petit peu des managers, refaire quelques cours là-dedans pour remettre et faire des mises en situation de managériale. Bah derrière, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que les gens ne sont pas du tout dans la compréhension de l'autre, ils sont dans la certitude. On ne peut pas être dans la certitude. Personne ne peut être dans la certitude. On a nos croyances, c'est sûr. Être dans la certitude aussi, des fois, ça amène à l'échec. Et l'échec, c'est un mot qui est violent. C'est un mot qui est violent. Quand j'entends ça, des fois, à l'université, ou quand j'entends ça dans des entreprises, quand j'entends parler d'échec, je dis, moi, c'est violent, ne parlez pas d'échec. On prend, c'est une erreur. On fait une erreur. On apprend de ses erreurs. Ce n'est pas qu'un adage. Ça devient réellement un échec à partir du moment où on reconduit cette erreur. Le problème, c'est qu'on a des gens, à l'heure actuelle, des personnes qui grandissent avec cette notion d'échec. Et faire grandir les gens avec une notion d'échec, ce n'est pas les aider. Ce n'est pas les aider à avancer. Donc là-dessus, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai grandi, quand j'ai évolué, on m'a dit, mais c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. Pourquoi un échec? Je l'ai vécu très mal.
J'ai raté un stage une fois parce que je me suis blessé à l'épaule. Je me suis arraché l'épaule. Je suis revenu dans mon unité, on me dit, c'est un échec. Bah, je dis, j'y peux rien, je me suis blessé. C'est un échec. J'ai essayé de continuer jusqu'au bout. J'avais une épaule violette, mais on me dit, c'est un échec. Non, pourquoi? J'ai pas compris. Pour moi, c'était violent. J'y suis retourné 8 mois après. Ok, ça a repassé comme une lettre à la poste. Mais en attendant, j'ai grandi au travers de ça. J'ai grandi, j'ai dit, jamais plus, on me parle d'échec. On me parle de remise en question, oui. On me parle d'erreur, oui. On me parle de blessure, oui, j'accepte. Mais je n'accepte pas qu'on me dise, j'ai fait un échec quand moi je le vis mal. Parce qu'on a tous une fierté, on a tous une fierté, sinon on ne serait pas là. Si on ne veut pas se remettre en question, on n'est pas là. Donc ça, c'est important. Donc l'objectif, il est là. C'est un petit peu le message un petit peu pour lequel Monsieur le Président et Monsieur André Consponville m'ont convié. J'ai essayé, et c'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre, essayer de faire passer des messages. J'ai aucune prétention là-dessus. Je travaille surtout sur la partie retour d'expérience. C'est ça que qui m'intéressait de partager avec vous. C'est un petit peu les retours d'expérience que j'ai, professionnellement dans l'institution, dans l'accompagnement en même temps. Pourquoi? Parce qu'aller comprendre aussi les blessés quand ils sont, et je les aide. Je ne suis pas tout seul, on les aide à se reconvertir, à se remettre en question. Parce que quelqu'un qui a perdu sa jambe et qui va se remettre en question, ce n'est pas le destin qui s'était prévu au départ. Il va falloir travailler là-dessus. Il se pose la question, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu pour ma vie. Institutionnellement, on l'a envoyé, maintenant il faut l'aider. Ben là, c'est exactement pareil. Et quand on parle des générations, ben, on croise tous les... Ce n'est pas, le handicap fait partie aussi des générations. On ne peut pas passer au-delà de ça. On ne peut pas passer au-delà. Et maintenant, on va dire que le handicap est omniprésent, de toute façon, parmi nous. Et c'est tant mieux, parce que c'est de l'inclusion, on intègre, c'est de l'inclusion, et l'inclusion est importante. Parce qu'au travers des handicaps, il y a des pathologies qui servent en même temps l'entreprise. Il y a des pathologies qui sont là et qui peuvent aider aussi. Il faut juste aussi, c'est comme la génération Z, chercher à les comprendre. Le management, ce n'est pas une science exacte. Alors, en France, on a mis en France là, ce qu'on appelle l'amélioration continue. On l'a intégré. Okay, bon, on l'a intégré à la mode française, en conservant un système pyramidal. L'amélioration continue, à la base, ce n'est pas un système pyramidal. Ce n'est pas du taylorisme. C'est pas ça. L'amélioration continue, justement, c'est quoi? C'est de pouvoir échanger avec la base et pour pouvoir progresser, avoir en même temps, justement, toutes les valeurs que les managers n'ont pas. Avoir les retours qui vont bien pour pouvoir améliorer. Et ces jeunes-là, ils ont juste besoin qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur montre l'exemple aussi là-dessus. La génération Z, elle a besoin de ça. Là, le manager trouvera du répondant. Le manager aura de l'écoute. Parce qu'il saura écouter, justement. C'est ça, c'est l'écoute. Bien souvent, on entend. Le manager entend. Mais est-ce qu'il écoute? Si on a mis deux verbes, ce n'est pas pour rien. Écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Écouter, on est capable de restituer derrière. Entendre, tout le monde n'est pas capable de restituer ce qui vient d'être dit. Donc on est vraiment sur deux choses différentes. Si on veut avoir l'écoute des générations Z, il va falloir être prolifique en même temps dans la partie mentoring. Il va falloir les conduire, il va falloir les emmener. Si on veut les emmener, il faut déjà être convaincu en même temps que eux, on peut les emmener. C'est ça. Bien souvent, on a des managers qui ne sont déjà pas convaincus que leurs collaborateurs, ils puissent les emmener. Il faut déjà être convaincu de pouvoir les emmener. Convaincu. Et c'est pas... Des fois, ça va être compliqué parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau d'absorption de la difficulté, d'intégration de la difficulté. Il va falloir les aider. Derrière, on parlait de famille. Monsieur le Président parlait des familles. Les familles sont importantes. Oui, avoir en même temps... Maintenant, tous les couples, on va dire, tous les couples travaillent. Sans distinction de sexe ou quoi que ce soit, tout le monde travaille. Et ça, c'est important aussi. On est sur une égalité. On est sur une égalité de travail. Donc là aussi, il faut ce qui n'existait pas de votre temps, ce qui n'existait pas de mon temps,
ce qui n'existait pas sur les générations X. Voilà. Mais depuis la génération Y, ça a commencé, voilà, et systématiquement, maintenant, si on ne travaille pas à deux, c'est compliqué. Donc il faut 2 rentrées de salaire, et il faut de la mobilité. La mobilité, c'est important aussi. C'est important, mais il faut inciter. Les jeunes, à l'heure actuelle, la génération Z, n'hésite pas à bouger. Ce qui était plus compliqué déjà avec la génération Y. Bouger, changer de région, s'adapter à la région. Parce qu'on parle d'interculturel, on parle de multiculturalisme, il ne faut pas aller chercher à l'étranger. Le multiculturalisme, on l'a entre les régions déjà en France. Faire cohabiter un Corse et un Breton, ce n'est pas forcément une science exacte. Un Alsacien, un Auvergnat, chacun a ses croyances. Pour ça, tout à l'heure, j'ai insisté sur le côté vosgien, lorrain. Je plaisantais là-dessus, mais on a chacun nos croyances. Donc là-dessus, un Mosellan, ça va être compliqué des fois à le faire cohabiter avec d'autres aussi. Donc, c'est pour ça. Donc toutes les régions, la France est un merveilleux pays parce qu'on a une pluralité de cultures qui est énorme. Et on vient intégrer, et moi j'en ai en formation aussi, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, là j'avais un stagiaire syrien. Mais j'étais heureux, sachant leur fonctionnement, connaissant comment ils fonctionnaient. En formation managériale, pour les mises en situation, j'attendais impatiemment, justement, ces mises en situation, voir un petit peu, parce qu'on a un côté latin. Notre côté latin, on a toujours tendance à tourner un petit peu autour du pot, on va jamais, on a du mal à être directement au sujet. On tourne un petit peu autour de tout ça. Il faut juste en avoir conscience et l'accepter. C'est bien, mais derrière, c'est assez pervers. Là, par contre, quand on promet quelque chose à quelqu'un qui a cette culture, eh ben, derrière, il faut s'attendre à ce que cette personne elle demande son dû. Donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé, et c'est important, ça. Il y a une petite confrontation où le gars qui était manager s'est mis sur le reculoir, parce que l'autre a pris le dessus. Là, cette année, j'ai un Brésilien en formation, c'est une autre culture, mais c'est enrichissant. Moi, je m'enrichis et j'apprends aussi d'eux. C'est ce que je leur dis. J'apprends autant que ce que je leur donne. Parce qu'ils arrivent, eux, avec leur culture, pas que le Brésilien, c'est tous. Ils arrivent, eux, avec leurs croyances, à moi de faire passer mes croyances. Et je suis content quand j'y arrive. A priori, j'y arrive. C'est tant mieux. Mais c'est pas simple. Je ne peux pas faire passer des croyances en disant « c'est ça qu'il faut faire ». Je les mets en situation, je leur pose des questions, je les mets en difficulté. Je les amène dans leur jardin de confort aussi. Quand je leur passe de l'écoute active et que je travaille sur l'écoute active, c'est pareil. On a tous une bulle de confort. Il faut juste apprendre à respecter la bulle de confort de l'autre. Il faut juste à respecter l'autre, tout court. Le respect, c'est pareil, ça se gagne. Donc quand je vois des fois dans des entreprises, des managers qui ont du mal à respecter en même temps leurs collaborateurs, il ne faut pas s'attendre en retour d'avoir du respect. Et cette génération Z, si vous ne la respectez pas, elle ne vous respectera pas. Là, on critique cette génération. Pour moi, c'est quasiment, à l'heure actuelle, la plus belle génération sur le marché. C'est une génération, oui, par contre, qui ne cherche pas à être dans la durée. On peut les conserver, mais il faut les mentorer. On peut les conserver. Dans l'institution militaire, c'est exactement pareil. Les institutions, la défense, l'intérieur, il y a entre 15 ans et 20 ans de retard sur le générationnel. Et c'est pareil sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, pour pouvoir les former, il faudrait déjà qu'en même temps, les instituts, les professeurs soient déjà formés. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. On se rappelle de quoi? On se rappelle de qui? On se rappelle de la première... moi, je me rappelle encore de mon incite. On se rappelle de tout. Mais c'est ce qu'on a fait dans notre enfance, dans notre adolescence, qui nous marque. C'est ça qui nous conduit. À l'âge de 5 ans, à l'âge de 2 ans, on a déjà intrinsèquement, on a déjà notre personnalité. C'est l'adolescence ensuite qui nous forge, qui nous conduit sur le chemin. Le chemin que l'on prend, c'est à l'adolescence. Donc c'est là où on nous conduit. Les tests de QI, ils ne sont pas faits à 20 ans. Les tests de QI, ils sont faits à l'adolescence. Si on pourrait les faire à l'âge de 5 ans, le QI n'a pas bougé.
Mais l'enfant de 5 ans ne peut pas répondre. Donc c'est pour ça. La seule chose qui évolue dans la vie, c'est le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel évolue et nous fait grandir. Moi, c'est ce qui m'a fait grandir. Tout simplement. Donc, on grandit au travers de ça. Et c'est ça qui va être important. Tout le monde n'a pas la même finesse des études. Tout le monde n'intègre pas, ne veut pas intégrer les études. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de QI, c'est parce que ça ne les intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Il faut juste accepter ça. Par contre, ces gens-là grandissent plus tard, évoluent. Une personne, un homme ne change pas. Un homme, une femme ne change pas. Il évolue. Il arrive à modifier, à amener ses traits de caractère, à modifier un peu ses traits de caractère. Mais intrinsèquement, la personne reste la même. Faites une introspection, vous regardez en arrière, vous verrez, vous restez la même personne. Il y a juste la vie qui vous a fait évoluer. Justement, c'est ça, le quotient émotionnel, il est là. C'est la vie qui vous fait évoluer. Moi, je l'ai vu au travers de moi, je le vois au travers... Il y a des gens que je côtoie dans le domaine professionnel depuis 30 ans. Je les ai vus évoluer aussi. Quand je vois des jeunes arriver et que je les vois évoluer, ben là c'est pareil, je les vois. Et quelle que soit leur spécialité, quel que soit leur domaine, leur domaine d'excellence, ils évoluent là-dedans. Ils évoluent techniquement, ils évoluent psychologiquement, mais intrinsèquement, ils ne changent pas. Donc là, la génération Z, elle est là, elle est belle, elle est très belle cette génération. Il faut juste aller la chercher. Pour exemple, j'avais un gars, donc dans l'armée, vous avez la possibilité de passer de carrière qui vous amène à 17 ans de service, avec normalement une possibilité de partir à jouissance immédiate pour une proportionnelle. Ok, d'accord. Le gars arrive à 11 ans de service, l'institution lui propose un renouvellement de contrat de 6 ans, mais en même temps, il peut intégrer et passer sous-officier de carrière. Il dit non, je ne veux pas passer sous-officier de carrière. Bon, pourtant, que là, il n'a plus de contrat à signer, et il peut rester, et il est couvert, honnêtement, il est couvert sur beaucoup de choses après. Il est beaucoup plus couvert que s'il était sous contrat. Non, non. Ben, explique-moi un petit peu. Le sujet, c'est je ne veux pas avoir de fil à la patte. Ils ne veulent pas avoir de fil à la patte. Si vous regardez, à l'heure actuelle, ils sont plus prédominants à prendre du CDD qu'à aller chercher du CDI. Parce qu'ils ne veulent pas de fil à la patte. Ils ne veulent pas de contraintes. Ils ne veulent pas qu'on les tienne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut juste l'accepter. Mais ça ne vous empêchera pas de le garder. La preuve en est, c'est que cette personne est toujours là, est toujours disponible, est toujours dans la même unité, est remplie et fait toujours très bien son travail. Et pourtant, il y a de ça 8 ans. Et quand je lui avais posé la question, il m'a dit non, parce que si dans 3 ans je veux partir, je veux partir. Donc vous voyez un petit peu. Donc c'est ça. Cette génération, il faut juste la comprendre et l'accepter. Les institutions ont du mal à garder cette génération. Pourquoi ? Parce que les institutions ne se sont pas adaptées à elle. On est resté sur nos convictions de dire non, c'est comme ça ne doit pas bouger. Les institutions fonctionnent comme ça. Non, les institutions, il faut faire peut-être évoluer un petit peu. Il faut voir avec les DRH et faire évoluer justement ces croyances, de dire que les gens, on va les garder, on va les former pour tant de temps, on va les diplômer, donc on va les garder. Non, si vous les diplômez, vous les perdez de toute façon. Parce que c'est les entreprises civiles qui vont venir les chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Une entreprise civile, une entreprise comme Airbus, une entreprise comme NASA, va récupérer des gens qui sont formés à l'aéronautique et qui sont diplômés. Et c'est de bonne guerre. Le salaire n'est pas le même. Donc le gars, il va y aller. Mais ils y vont même pas pour le salaire. Parce qu'en plus de ça, maintenant, en même temps, ce que j'avais dit au DRH à l'époque, laissez-les sortir, ils vont revenir. Et vous les aurez avec une expérience encore plus grande. Et c'est un peu ce qui se passe. Combien de jeunes sortent et reviennent ? Ils reviennent dans l'institution. Il faut juste ouvrir des portes, changer notre mode de fonctionnement. Laisser sortir, il faut des va-et-vient, il faut laisser libre cours, et vous allez voir que vous êtes gagnant. Il faut juste faire passer les bons messages et croire en eux. Si vous croyez en eux, le manager du moment restera le référent. Et il va falloir que les managers comprennent aussi qu'il faut évoluer derrière. Il faut former les managers. C'est important. Là, à l'heure actuelle, c'est ce que je fais dans des entreprises, c'est travailler justement sur la formation des managers.
allez les former, et ça va être ça, pour leur donner des clés. Il faut donner des clés. À l'heure actuelle, les managers, qui sont dans beaucoup d'entreprises, n'ont pas ces clés. Donc c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est des vases communicants qui vont du bas vers le haut et du haut vers le bas. Il faut aussi que le manager, il ait la confiance de son N1 et de son N2. Parce que s'il n'y a pas les confiances, si les confiances ne sont pas présentes, s'il n'y a pas d'interaction avec tout ça, comment on peut fonctionner? Si le manager est désavoué par son N1 et n'est pas suivi par son N1, comment le collaborateur en dessous peut aussi avoir confiance, dire non, ce n'est pas en son manager qu'il n'aura pas confiance, ça va être au N1 de son manager. Donc ça va être son N1. Non, ben, il ne restera pas. Ils ne sont pas là, ils veulent que ce que leur demande ait du sens. Ils sont attachés au sens des choses. Le sens, c'est important. Faire quelque chose avec du sens. Bien souvent, même dans des entreprises ou dans les institutions, on demande à des gens, mais c'est de trouver du sens. Quand il n'y a pas de sens, bah, le jeune de la génération Z, il ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve pas, il s'en va. C'est ça aussi. Il s'en va, il n'a pas confiance. Donc c'est ça. J'ai une de mes petites filles qui un jour, on revient en primaire, on revient avec un devoir de maths. Ma fille lui dit, mais il y a une faute dans l'énoncé de la maîtresse. Ma fille, en cherchait la petite à l'école, elle dit, il y avait une faute dans l'énoncé. La maîtresse dit, mais non, mais on est en cours de maths, c'est pas un cours de français. Mais ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Donc là-dessus, mais comment voulez-vous que le jeune, l'enfant, à l'heure actuelle, ma petite fille, elle a 18 ans là maintenant. Comment voulez-vous qu'elle ait confiance? Parce que elle m'en a reparlé il y a quoi? Il y a 6 mois de ça. Ah, je m'en rappelle. Bah ok, ouais. Ça reste. C'est des petites choses. Tout à l'heure, je parlais de petits effets, mais ce n'est pas un petit effet. La preuve en est, c'est qu'elle était en primaire, elle était en CM1. Là maintenant, elle sort de l'institution, donc elle termine sa terminale. Et là, finalement, elle s'en rappelle encore. Donc c'est quelque chose qui va lui rester à vie. La confiance aux générations, la confiance à l'institution, la confiance à l'autorité, le respect de l'autorité et la confiance de l'autorité, ça se gagne déjà dès la plus petite enfance, dès l'enfance. Si le refus de l'autorité, bien souvent, il est déjà issu de l'enfance. C'est ça. L'éducation, c'est une éducation institutionnelle qui est importante, le respect de l'institution et les messages que l'on fait passer aussi. C'est pour ça. Et dès la petite enfance, l'éducation parentale aussi. Mais si les parents sont passés au travers à une période, qui va les aider en dehors de l'école? Si tout le monde se rejette la balle, qui éduque qui? Est-ce que c'est la génération Z qui va devoir éduquer les parents? Non. Qui va devoir rattraper les parents là-dessus? Non. Donc le respect à l'autorité, il sera gagné là aussi. Le respect du supérieur, de la hiérarchie, il sera là aussi. Conduire des gens en opération, c'est pas simple. Il faut convaincre les gens d'aller mener une opération. Il faut donner du sens à l'opération. Quelle est la plus-value face au risque encouru, face au risque consenti? Quel est le risque consenti derrière? Est-ce qu'il y a du sens ou il n'y a pas de sens? Pourquoi on mène cette opération? Mais c'est exactement pareil dans les entreprises. Ils ne sont pas là pour valoriser la société, ils sont là pour valoriser, eux, le métier et l'action qu'ils mènent au niveau des entreprises. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc c'est pour ça que là-dedans, les messages que les générations Z doivent prendre, bah, il est là. Et c'est tout le quotient émotionnel, c'est toute l'intelligence émotionnelle, en même temps derrière, que le manager doit avoir pour les contrôler, pas les contrôler, pour les amener à mener certaines actions, pour les amener à le suivre. L'intelligence émotionnelle, c'est la maîtrise de ses propres émotions, la maîtrise des émotions de l'autre aussi. C'est les comprendre. Quand je dis la maîtrise, c'est aussi les comprendre. On les comprend au travers du regard, on les comprend au travers de toutes les gestuelles, de tout le comportemental de la personne. À l'heure actuelle, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais tout le temps.
dans la gestion émotionnelle, c'est important. Là, je le vois quand je donne un coup de main en hypnose, c'est pareil. L'hypnose, c'est vaste, c'est un gros sujet. C'est juste un état de conscience modifié. Et ils viennent me voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. Sinon, ils ne viendraient pas me voir. C'est pas moi qui vais les chercher. C'est eux qui viennent me voir. Je passe des fois 2 heures de café pour discuter avec eux, pour échanger avec eux. Ce n'est pas une discussion, c'est même un échange. C'est de l'écoute. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à verbaliser, et ils ne verbalisent qu'avec moi. Pourquoi? Ou ils verbalisent avec moi, ou avec un père, hein, il n'y a pas que moi. Ils vont verbaliser, pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. Parce qu'on a vécu les mêmes choses. Parce qu'on a vécu des situations extrêmes. Donc ils viennent verbaliser, ils viennent vers moi. Donc là-dessus, je suis allé faire, pareil, au niveau du ministère de l'Intérieur, je suis allé faire quelques formations aussi dans des compagnies, dans les compagnies de sécurité. Ça aussi, c'est important. Ils mènent des actions, ils sont, on va dire, bien remués quand même dans les manifestations et autres. Mais ce n'est pas anodin, ça laisse des traces chez les policiers. Quelles que soient les activités menées, tout ce qu'ils subissent en verbal, tout ce qu'ils subissent, pareil, en violence, ça laisse des traces derrière. Et derrière, ces gens-là, il y a des familles aussi. Mais ils n'échangent pas avec leurs familles là-dessus. Parce qu'ils ne veulent pas les inquiéter. Parce qu'ils ne veulent pas partager, justement, c'est exactement pareil chez nous. L'échange avec les familles est compliqué. Donc j'incite en même temps, justement, pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de comprendre. Même s'ils ont 5, 6 ans, ils voient des choses à la télé. Un enfant, même si vous lui dites « ne regarde pas les informations », il est dans la pièce d'à côté, il entend. Ils sont multicanaux. Il y a les échanges, les repas de famille, quoi qu'il en soit, ils entendent tout. Ils entendent tout. Et ils ont leur propre analyse. Donc si on ne leur donne pas d'éléments de langage, c'est pareil, s'il n'y a pas d'échanges familiaux, c'est exactement pareil. Et en entreprise, c'est exactement la même chose aussi. Les tensions qui sont en entreprise, le conjoint la personne ne les ramène pas forcément au niveau du conjoint. Et quand il y a des réunions amicales ou de famille, et puis qu'il y a des échanges là-dessus, finalement, l'enfant, il découvre en même temps que le papa ou la maman, derrière, il y a aussi des difficultés au travail, ils entendent des choses. Mine de rien, ils prennent, ils absorbent, ça se met dans un coin du cerveau, et ça patiente. Ça patiente, mais ça reste. Ça reste. Parce que derrière, il y a aussi des problèmes de communication. La communication est la clé de tout. Communiquer, faire passer les messages, comprendre l'autre, écouter. La communication, c'est la clé. Quand je vois dans des entreprises certains responsables, certains managers on a tous des problèmes. On a tous des problèmes personnels, petits ou grands, on a tous, quoi qu'il en soit, dans des moments de la vie, on a tous à un moment donné des problèmes. Et c'est humain, et c'est tant mieux, c'est qu'on est encore humain. Donc ces problèmes, on les a, qu'on soit chef ou qu'on soit subordonné. Mais il faut juste comprendre que le subordonné aussi, il a les siens. Alors bien souvent, le chef, il est de mauvaise humeur, il fait passer ses messages. Hein, j'ai abordé un petit peu le sujet dans le livre, justement. Il fait passer le message, comme quoi, lui, il a des problèmes, et puis bon, c'est pas le moment de l'embêter parce qu'il a ses problèmes. Mais peut-être qu'au même moment, le subordonné, il a exactement les mêmes problèmes, ou il a d'autres problèmes, mais il a ses problèmes. Il faut juste apprendre aussi à l'écouter. On n'est pas obligé de faire un transfert de problèmes. Donc là aussi, c'est comprendre aussi que tout le monde peut avoir ses soucis, tout le monde peut avoir ses problèmes. Et ce n'est pas une question d'âge. Un jeune de 20 ans peut avoir des gros problèmes ou peut avoir les mêmes problèmes qu'une personne de 50. Est-ce que l'âge confère le problème? Non. Non, c'est la situation qui confère des problèmes. C'est la situation personnelle de chacun qui confère le problème. Il faut être dans la compréhension, dans cette compréhension. Et cette génération, elle, je les vois, ils ont leurs soucis, ils ont leurs sujets, ils sont mobiles, ils sont dynamiques, ils veulent avancer, ils veulent travailler. Par contre, ils veulent travailler, ils veulent du job, ils veulent avancer. Et ça, c'est indispensable. Il faut les prendre comme ça, il faut les prendre comme ils viennent. Ils sont là, c'est important, prenez-les, écoutez-les. Après, honnêtement, une fois que vous avez leur confiance, et après, vous allez au bout du monde avec eux. Moi, honnêtement, c'est que du plaisir. Je les ai. La première fois que j'ai eu ces générations, je me dis, au début, j'en avais qu'une quinzaine en cours. C'était bien.
Là, maintenant, là, cette année, j'en avais quasiment entre 25 et 30 par classe. J'ai OK, on n'est plus sur le même format. Il ne me restait plus qu'un X. Donc les X commencent à... On sent que les générations évoluent, et 3Y. Bon. Par contre, quand je leur dis, OK, là, vous faites votre Master 1, l'année prochaine, vous faites votre Master 2, et après, bah, on va voir 3 ans, on va voir comment ça se déroule. Si ça me convient, si ça ne me convient pas, je referai un Master. Mais ils ont une soif d'apprendre. Par contre, ils ont une soif d'apprendre. Si vous leur donnez des clés pour apprendre, pour progresser, honnêtement, vous allez au bout du monde avec. Moi, je vais n'importe où avec eux. Les former en mission, les former dans tous les domaines, dans le dialogue, dans tout. Il faut juste savoir les prendre. Savoir acquérir leur confiance. La confiance, quand je dis acquérir leur confiance, ça se gagne. Si vous leur mentez, vous les perdez. Ils n'acceptent pas le mensonge. Eux ne mentent pas. On est toujours dans une généralité, il y a toujours l'anachronique. Mais c'est une génération qui n'accepte pas le mensonge, qui n'accepte pas qu'on lui mente, qui n'accepte pas le jugement. Parce qu'on a un défaut aussi, c'est de juger. On juge. Il y a des gens, c'est leur métier, ils font ça très bien. Moi, ce n'est pas mon métier de juger les gens. Donc là-dessus, je ne juge pas les gens. J'ai aucun jugement. Après, on a tous notre appréhension de chacun. Mais surtout, ne pas juger et ne pas mentir. C'est une des choses qui, en négociation, est importante aussi. C'est ne pas mentir, ne pas juger, être dans l'écoute, dans le regard. Et là, c'est un regard neutre. Dans mes cours, j'ai une photo qui est très bien. C'est un chien qui est assis sur son postérieur, qui tend la patte comme ça, et il y a son maître qui check avec lui. Et il y a un échange de regards entre les deux. Tout est dit. Un chien. Moi, j'échange avec mon chien. Et on échange avec son regard. On échange avec une intonation de voix. On fonctionne avec des intonations de voix. L'écoute active, elle est basée sur quoi? Sur l'intonation de voix. Sur l'écoute. Si je ne fais pas de changement de rythme, vous allez vous endormir aussi. Donc là-dessus, c'est important. Échanger. Moi, j'échange avec mon chien. J'échange avec le regard. Parce que c'est important. Et on lui fait passer des messages. On lui fait passer plein de messages. Quand vous avez un chien, suivant la position que vous prenez, après, il faut croire à l'émotion que vous faites passer à votre chien. Quand vous croyez en l'émotion, le regard change. La pupille se modifie. Tout est là. Quand vous avez quelqu'un qui est en colère en face de vous, vous le voyez très bien. La pupille, elle n'est pas la même. La pupille est froide et sèche. C'est quelqu'un qui est en colère. Donc là-dessus, c'est important, l'échange. C'est important d'échanger des émotions. Les émotions dans le visage. Moi, je suis heureux d'être devant vous. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, intérieurement, je suis heureux. Ma pupille est humide. Je suis très heureux de partager ce moment-là avec vous. Parce que j'essaye de faire passer des messages. Je ne sais pas si vous les prenez, mais en tout cas, c'est important pour moi. C'est important, cet échange, d'essayer de faire passer des messages à des personnes comme vous. C'est un honneur de pouvoir être devant vous, là. Mais là-dessus, et je crois en ce que je dis, je ne parle que par retour d'expérience. Et ça, c'est important. Et cette génération, elle a besoin de ça. Elle a besoin de vos retours d'expérience. Elle a besoin des retours d'expérience des managers. Elle a besoin qu'on croie en elle. Donc c'est pour ça, l'empathie, c'est indispensable. Manager sans empathie, on ne peut pas manager. Bon, voilà. Merci à vous. Bien, merci à Pascal Brocard pour ce retour d'expérience, pour ce témoignage très, très riche. Donc, nous allons rentrer dans la partie de débat. Je rappelle la règle, ces débats sont enregistrés, seront transcrits. Donc, merci à chaque intervenant de commencer par se présenter pour qu'on puisse lui attribuer ses propos dans la transcription. Monsieur Jox, la parole est à vous. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à Monsieur Brocard, mais peut-être avant tout, merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président Cesse, je suis habitué de ces réunions, je viens très souvent.
Mais c'est la première fois qu'on voit ce genre de phénomène. Quelqu'un qui raconte sa vie civile à partir de son expérience militaire, mais sans dire un mot de son expérience militaire. Il l'écrit, mais il n'en parle pas. Or, moi, je suis venu sur le vu de l'annonce de ce ancien collègue, puisque moi-même, j'étais dans l'armée de l'air il y a longtemps, moins longtemps que lui, mais les commandos de l'air, dans l'armée de l'air, c'est quelque chose. C'est un exemple, c'est une tradition, c'est quelque chose de très particulier à l'armée de l'air. De même que tous les éléments des forces spéciales, dont vous n'avez pas parlé ce matin, mais que vous connaissez encore mieux que moi, pour la marine, pour l'armée de terre, les forces spéciales de la marine, celles de l'armée de terre, celles de l'armée de l'air, elles ont beaucoup de rapports entre elles, mais elles n'avaient aucun rapport organisationnel, et c'est la prochaine édition de votre livre qui sûrement va se vendre très bien. Si vous voulez bien préciser que page 16, celui qui a structuré le commandement des forces spéciales, c'est moi. Alors qu'elles étaient complètement dispersées à travers le paysage, non seulement entre elles, air, terre, mer, mais parmi elles, les différents commandos de marine, par exemple. Et les commandos de l'armée de l'air, les commandos de l'air étaient une des structures les plus compactes à l'intérieur de ce qu'on appelle un désordre. Je parle de désordre parce que certaines victimes, dans certaines opérations, et je ne pense pas qu'aux morts, je pense aux blessés, parce que vous avez un chapitre. Pendant que vous parliez, j'ai quand même profité de ce livre, vous parlez des blessés, et vous évoquez cette question tellement importante du rapport à la mort, qu'en vérité, pour beaucoup de... C'est vrai pour les militaires, c'est vrai aussi pour les policiers. Ce que craignent les gens le plus, c'est pas tellement la mort, c'est la blessure. La blessure, et surtout la blessure invalidante ou la blessure. Et le rapport au danger de mort, mais surtout en vérité au danger de blessure, c'est quelque chose que vous évoquez par rapport à cette opération épouvantable que personne ne parle sauf vous, c'est-à-dire l'affaire de la dizaine ou la douzaine de jeunes soldats qui sont morts en Afghanistan alors qu'ils se défilaient comme à la manœuvre sur un flanc de coteau avec un sous-lieutenant qui avait à peu près 15 mois d'armée. Bon, c'était une opération épouvantable par son coût humain, mais pire encore par l'exemple d'impréparation et d'absence de réflexion sur la façon dont on met en jeu les vies humaines. C'est d'autres opérations qui m'ont fait penser à ça, en particulier justement pendant la guerre du Golfe. Les rares morts que nous avons eues, heureusement, pendant la première guerre du Golfe, malheureusement, sont arrivés par accident, parce qu'ils sont entrés, faute de renseignements, faute d'action de reconnaissance des forces spéciales, qui étaient trop dispersées à l'époque, dans une zone qui était infestée de sous-munitions américaines. On ne savait pas que les Américains avaient bombardé, on ne savait pas qu'il y avait des sous-munitions. Les gars sont entrés là-dedans sans reconnaissance, il y a eu 3 ou 4 morts et plusieurs blessés. Donc ce que vous appelez la reconnaissance et les opérations spéciales, et que vous voulez le transposer à l'entreprise, moi je dois dire, quand j'ai reçu votre invitation, Monsieur le Président, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Alors ce que vous avez raconté, c'est assez éloigné de vos souvenirs militaires. Mais moi, je voudrais vous poser 2 questions. La première, comment pensez-vous transposer votre expérience dans un pays où la disparition, maintenant déjà ancienne, du service militaire font que le rapport à l'armée, à l'arme, au danger de mort, aux armes, a disparu dans la population en général, alors que traditionnellement, depuis quand même plus d'un siècle, le service militaire était un élément de passage obligé pour, pas tous les jeunes, puisque pendant très longtemps, il n'y avait pas de filles dans le... Donc, comment vous transposez ça? Comment vous allez articuler ce que vous dites, que vous étiez dans une période, vous avez fréquenté toute votre jeunesse les appelés du contingent? Moi, quand j'étais en Algérie pendant 2 ans et demi, comme tout le monde dans ma génération, il y avait plus de centaines de milliers de garçons de 20 ans en Algérie pendant 2 ans, 2 ans et demi. C'était un phénomène qui a infusé dans la société française, pour le meilleur ou pour le pire, dans l'évolution des problèmes politiques qui étaient celui de l'Algérie. Comment vous transposez ça? Deuxièmement, comment voyez-vous le rapport entre cette évolution des risques de la fonction militaire, pour ne pas parler du métier militaire, parce que là vous parlez du chef, mais la fonction militaire, avec l'évolution technologique qui instrumentalise tellement de choses que l'on arrive à faire que beaucoup d'opérations militaires finissent par ressembler par des opérations de GPS, avec les drones, etc., une espèce d'automatisation, y compris l'application de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, pour aller frapper à certains endroits avec des résultats qu'on appelle parfois des dommages collatéraux, en vérité qui ne sont pas des dommages collatéraux, qui sont le résultat de graves erreurs d'appréciation.
Bon. Comment vous, alors dans la vie militaire que vous avez connue, à un niveau et dans un milieu que je connais, que je respecte et que j'ai été amené à, je dirais pas à améliorer, mais à organiser, avec des évolutions aussi profondes que technologiques, c'est ce que je viens de dire, et humaines, c'est-à-dire la disparition du service national. Vous avez sûrement des idées là-dessus. Alors, dernière question, pourquoi vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent? Je vous remercie de votre question, Monsieur Jox. Et Monsieur le ministre. J'aurais dû me présenter Pierre Jox, ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur. Et de l'Intérieur. Donc, je me rappelle de vous dans vos fonctions. Puisque... Et c'est un honneur de partager ce moment-là aussi avec vous. Et je vous remercie justement pour cette mise en place et en même temps ces forces spéciales. On était les seuls, on va dire, quasiment un pays digne de ce nom à ne pas avoir de forces spéciales regroupées sous un même commandement. C'est important, justement, ça va venir avec corroborer en même temps votre question, c'est-à-dire c'est le facteur humain qui est la clé de tout. Et que l'on soit militaire, que l'on ait connu le service militaire, ou quoi que ce soit. Et mon fils a fait 11 ans dans l'armée, et maintenant ça fait 7 ans qu'il est en police. Donc comme ça, il joint les deux ministères aussi. Il a été blessé en police, il a été blessé physiquement, il a été blessé psychologiquement aussi. Donc voilà. Donc là-dessus, c'est un vrai sujet, et c'est le facteur humain. Que l'on soit en entreprise, qu'on soit dans l'institution, c'est exactement la même chose. Le rapport à la mort, il est particulier dans l'institution militaire, comme dans l'institution de l'intérieur. C'est un vrai sujet. Le rapport à la mort, on va dire, il est sur un risque consenti. Maintenant, je regarde de temps en temps et je me remémore, il y a 3 volets qui existent au niveau télé sur le Bataclan. Le Bataclan est un vrai sujet. Le Bataclan, on remet tout le monde dans le bain là-dedans. Qu'on soit civil, militaire, policier, quoi qu'il en soit, le sujet est le même. Il faut juste l'appréhender. Et appréhender, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, mais qui est derrière? Les ordinateurs et les drones ne volent pas tout seuls. Les drones, ils volent parce qu'il y a une interaction humaine derrière. Parce qu'il y a de l'observation, parce qu'il y a de l'étude. Les drones, ils permettent une chose, c'est d'avoir de la permanence en vol. Les drones, ils permettent une chose derrière, c'est d'économiser des équipages aussi. Donc là-dessus, on est sur de l'intelligence artificielle, oui. Ok, on va conduire des opérations, mais on ne conduit pas des opérations stratégiques uniquement à partir d'intelligence artificielle. On conduit des opérations stratégiques à partir du moment où il y a des interactions humaines. Pourquoi il y a des forces spéciales? Parce que bien souvent, justement, pour éviter les dégâts collatéraux qui s'y déroulent, on y met du monde au sol. On fait entrer des personnes en premier, qu'ils soient de l'armée de l'air, qu'ils soient de l'armée de terre, qu'ils soient de la marine. C'est une interaction, on bosse ensemble. On bosse ensemble, j'ai travaillé en même temps avec des personnes civiles. J'ai travaillé dans certains pays avec des personnes civiles, j'ai échangé avec eux, on a travaillé ensemble. J'ai travaillé dans pas mal de domaines et dans pas mal de pays. Ce n'est pas des choses que moi j'ai l'habitude d'évoquer verbalement, ni en écrit. Je passe sur certaines choses, oui, mais là-dessus, que l'on soit le transposer, pour moi, ça coule de source. Je l'ai fait, ça fait 5 ans que je le fais. J'ai monté ma micro-entreprise il y a 5 ans. Pourquoi? Pas pour préparer ma sortie. Finalement, je l'ai préparée parce que je ne comptais pas finalement continuer à travailler là-dessus, mais ça m'a avéré utile, ça s'avérait utile. Je rendais service, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continuerai à faire. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes auprès de qui j'interviens, les jeunes auprès de qui j'interviens, j'essaye de leur faire passer justement ces messages. Ces messages, le facteur humain, c'est grandiose. Et on n'est pas au bout du facteur humain. On apprend tous les jours sur le facteur humain. Chaque réaction, chaque mouvement, chaque action qui est menée, aussi bien en entreprise que dans le domaine militaire, que dans le domaine de l'intérieur, on le voit justement. C'est là où il faut aller. Il faut aller chercher l'autre. Il
faut aller chercher ce facteur humain. Oui, donc le transposer, pour moi, j'ai pas eu de souci d'aller manager des gens au niveau civil, d'aller faire passer des messages aussi. C'est ce que je fais passer aussi. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai un retour d'expérience. Ce retour d'expérience, il n'a pas été que sur du combat. Il a été aussi sur le fait de faire passer des messages, de travailler sur tout ce que l'on peut avoir en échange collaboratif avec des entreprises, tout ce qu'il y a en échange collaboratif entre les armées. Parce que finalement, armée de terre, marine, armée de l'air, gendarmerie, police, on est tous les meilleurs. C'est toujours les autres qui sont moins bons. C'est le principe. Dans les entreprises, c'est pareil. On est toujours les meilleurs. Forcément, il faut croire en ce qu'on dit. Non, mais alors que tout le monde a des plus et des moins, j'ai des plus, la personne avec qui je bosse a des plus, ok, bah plus, ça s'additionne, on va faire quelque chose de bien. C'est le partage, c'est ça qui va être important. C'est apprendre en même temps, justement, à ces jeunes collaborateurs, à ces jeunes managers, à ces jeunes chefs d'entreprise, à dire qu'on peut toujours trouver des plus. Il n'y a pas que du plus dans chacun, mais par contre, il y a des plus. Et le plus là, il m'intéresse. Je vais peut-être l'amener aussi à attirer aussi, à faire évoluer son moins. Il faut aussi avoir envie de faire évoluer la personne. C'est du travail, c'est de l'investissement. Mais il va falloir aller le chercher. Et c'est exactement pareil dans le domaine de l'institution. On va aller chercher ce qu'il y a de meilleur et on va aller chercher en même temps, parce que c'est plus facile de jeter l'éponge. Ah, je vais prendre lui parce qu'il a 3 plus, lui il n'en a qu'un. Mais est-ce que mentalement, la charge, il est capable de l'amener? Il faut amener aussi, il faut former les gens. Quand je les mets en situation pendant leur master, je vais aller chercher, je les débriefe un par un sur le regard, sur l'attitude, sur le conversationnel, sur l'échange pur, sur les messages qu'ils font passer, sur la gestuelle, sur le placement. Je vais aller leur chercher, je vais le transposer. Les difficultés que j'ai eues à faire passer des messages, j'ai fait beaucoup d'entretiens. J'ai travaillé sur la Bosnie à une période, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec des chefs de police, avec des maires, avec des ministres, aussi en échange. Ces gens-là, ils n'attendaient pas après moi, ils savaient très bien qui j'étais. Et pourtant, les échanges sont passés. Et quel que soit, que les gens soient serbes, croates, bosno-musulmans, peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce qui a été intéressant là-dedans, et j'en ai tiré des enseignements de tout ça. J'en ai tiré des enseignements, pourquoi? Parce que ces échanges avec des personnes qui sont convaincues, à moi derrière, de faire passer les messages pour essayer de les convaincre que ce qu'ils font, ou ce serait mieux de faire comme ça. Je travaille pour une institution, pour un pays, pour une république, je fais passer mes messages. Et à moi de les faire passer. Si je n'arrive pas à les faire passer, c'est que je ne suis pas bon, j'ai rien à faire là. J'ai eu des retours, a priori je ne me suis pas trop mal débrouillé, donc j'en tire des conclusions, c'est que je ne suis pas passé à côté de la plaque, j'ai su m'adapter à mon interlocuteur. J'ai su m'adapter en même temps à l'ethnie de mon interlocuteur. Ça aussi, culturellement. Échanger avec un Serbe, avec un Croate ou avec un bosno-musulman, on a 3 personnes différentes en face. Moi, je m'adapte. Je m'adapte et je respecte les gens. J'ai toujours respecté mes interlocuteurs, quels qu'ils soient. Même si je ne suis pas forcément en accord avec leur méthode, je respecte mon interlocuteur. Vous croyez que le négociateur qui a un terroriste au bout du fil, s'il n'a pas d'empathie et s'il ne respecte pas à minima son interlocuteur, il ne faut pas qu'il ait en retour, qu'il attende quelque chose en retour. La négociation ne se fera pas. Il y aura 0 négociation. Quand vous négociez, que ce soit en entreprise ou quoi que ce soit, c'est pareil. Il faut essayer de faire passer le message et accepter les messages de l'autre. Après, on prend, on échange. C'est ça le principe. C'est de respecter l'autre déjà. Il ne peut pas y avoir de négociation s'il n'y a pas de respect. Après, on arrive, on finalise ou pas le contrat, ça c'est autre chose. Mais derrière, c'est déjà l'échange, sinon il n'y a pas d'échange. Donc transposer ce que j'ai pu faire pendant toute ma carrière, vous croyez qu'amener des jeunes ou des moins jeunes à aller remplir une mission, il faut les convaincre aussi, leur donner le sens. Pourquoi on le fait? Ils n'y vont pas parce qu'on donne un ordre. Et la génération Z, à l'heure actuelle, ne fonctionnera pas
si on lui donne des ordres, sans lui donner le sens. Ils veulent du sens. Et le sens de l'action, moi, c'est toujours ce que j'ai demandé, c'est quel est le sens de ma mission. Voilà. Donc, l'avantage, on va dire, sur la partie force spéciale, c'est pour ça que je suis bien parti des forces spéciales à l'entreprise, la partie force spéciale, on est dans un microcosme. On n'est pas dans une armée de masse. On n'est pas dans un sport de masse, là. On est vraiment dans un microcosme avec des gens qui sont sélectionnés, qui sont choisis déjà à la base. On les choisit et on les sélectionne. Pourquoi? Justement, par leur morale, par leur mental, principalement, et surtout, c'est l'état d'esprit dans lequel ils vont fonctionner. Quelqu'un qui n'est pas très physique, mais qui a un état d'esprit hors norme, on ne va pas demander à la personne de battre tous les records du monde. Il vaut mieux avoir un état d'esprit et on amènera la personne. Amener un manager à récupérer son état d'esprit et le faire évoluer, on a tout à gagner. Une entreprise, elle va grandir parce qu'il y a un état d'esprit qui l'aide à grandir. Si dedans, vous avez des gens avec un état d'esprit transverse et qui dit « Ah non, mais non, non, c'est pas possible », l'entreprise n'avancera pas. J'espère avoir répondu, Monsieur le Ministre. Une autre question. Attendez le micro. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour messieurs. Christophe Couturier, groupe Crédit Coopératif. Vous avez indiqué que les baby boomers, la génération X, étaient très sensibles à la méritocratie. Mais est-ce que ça induit que la génération Z n'y est pas sensible? Parce que vous n'en avez pas parlé en fait. La génération Z est sensible. Je vous remercie beaucoup de votre question. La génération Z est sensible à la méritocratie, oui, mais ce n'est pas ce qui va la faire avancer. Ce qui va la faire avancer, c'est l'échange et la confiance. C'est ça qui va la faire avancer. Elle a besoin de ça. C'est pour ça que, de toute façon, si elle était hypersensible à la méritocratie, elle resterait dans l'entreprise. Non, elle est sensible, oui. Quand quelqu'un dit quelque chose de bien, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir lui dire. Et bien souvent, c'est ce qu'on a du mal. On a toujours tendance à dire « ça, c'est pas bien », mais dire « ça, c'est très bien », on a toujours du mal à le dire. Et ça, il faut savoir le dire quand c'est bien. Il ne faut pas dire que quand c'est mal. Et eux, ils attendent aussi qu'on leur dise quand c'est mal et quand c'est bien. Ils attendent les deux. Donc la méritocratie, elle viendra au travers de ça. Oui, c'est ce qu'ils attendent en retour. C'est épiloguer, justement, parce que c'est important, c'est... Oui, j'ai parlé de toutes les générations, parce que c'est comprendre aussi d'où l'on vient et pour savoir où l'on va. Et c'est un petit peu ça. Ce vieil adage, il est là, mais ce n'est pas innocent. Donc c'est pour ça. Donc là-dedans, la méritocratie, ils ont besoin qu'on leur dise « oui, c'est bien ». Oui, c'est très bien. Mais ils attendent aussi qu'on leur dise « là, vous êtes en dehors du créneau. Là, c'est pas bien ». Il faut savoir leur dire les deux, leur donner les deux. Et ça, c'est important. Voilà. Bonjour, Frédéric Loz, je suis contrôleur général de la police nationale et conseiller du directeur général de la police. Merci pour votre intervention très riche et qui s'appuie sur une carrière exceptionnelle. Une réflexion et puis une question. Dans nos institutions, police, armée, mais peut-être aussi dans un certain nombre d'entreprises, j'allais dire, en général, on le sait, on ne naît pas manager, on le devient. Mais très souvent, on recrute des managers en fonction d'un diplôme universitaire, d'un concours, dans lequel on n'est pas sûr du tout que les gens soient aptes, soient bons pour faire du management. De la même façon, en termes de promotion, dans nos institutions, dans l'ensemble de l'administration, très souvent, le management est considéré comme une promotion, c'est-à-dire on est bon dans son domaine. Alors si on est bon, on va passer au grade supérieur, et le grade supérieur va entraîner des missions managériales, mais pour autant, on ne va pas être bon pour manager. Et on sait à quel point l'art de mobiliser les hommes et les femmes vers un but, de donner du sens, de donner de la cohésion, de savoir déléguer, d'avoir un peu cette position généraliste, cette vision un petit peu synoptique, et de prendre en compte le facteur humain, n'est pas donné. N'est pas donné. Donc c'est tout le hiatus que je vois, c'est-à-dire lorsqu'on veut être promu, eh ben, on est sur des fonctions managériales
Mais pour autant, on oublie que le management est avant tout une compétence. Je ne sais pas, premièrement, ce que vous en pensez. Si demain, vous deviez justement conseiller des chefs d'entreprise, conseiller des directeurs généraux dans l'administration, en termes de formation et de recrutement, comment vous positionnerez le management et l'exercice du commandement au regard de cette réflexion sur le fait que le management est considéré comme une promotion, or en réalité c'est une compétence? Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui est ô combien importante. Cette question est ô combien importante, comme vous l'avez très bien dit, c'est une promotion. Mais on promeut quoi? Qui on va promouvoir? On va promouvoir quelqu'un qui est compétent dans son domaine, comme vous l'avez dit, un domaine technique, un domaine technologique. Mais est-ce que cette personne qui domine son domaine technologique et son domaine technique, et quel que ce soit en institution ou en entreprise, c'est exactement le même sujet. Mais est-il compétent pour commander? Parce que c'est ça. Manager, c'est aussi donner des ordres, faire passer des messages. Mais donner des ordres, il faut que ce soit, on va dire, c'est violent, donner un ordre. C'est violent, c'est un mot qui est violent, qui dans le civil a du mal, et ne passe pas. Donc, on va suggérer, on va faire passer le message, on va manager, oui, mais avec quelles compétences? À l'heure actuelle, moi je le vois, de toute façon, même avec certains Master 2 qui sont déjà dans des entreprises, qui ont des niveaux d'ingénieurs, qui ont... OK. Quand je leur pose la question, quand ils sont chefs de service, est-ce que vous avez été formé au management? On me dit non, moi, c'était 1 heure, une heure par mois, des fois c'est 1 heure tous les 3 mois, en cours de management. On n'apprend pas à manager. On n'apprend pas à manager comme ça. Manager, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est faire passer des messages, c'est comprendre l'autre, c'est accepter, c'est aussi faire des comptes rendus au N1, au N2, c'est faire des comptes rendus en dessous, c'est savoir échanger. Et surtout avec la génération qui est là, elle a besoin d'échanger, elle a besoin d'être dans le partage. Il faut être dans le partage. Donc, moi je l'ai vu, même dans l'institutionnel. Dans l'institutionnel, c'est exactement pareil. OK, bon, il a passé son examen, il passe au grade supérieur. C'est bien. C'est qu'un examen, c'est que du bachotage. Est-ce qu'il a les compétences de commandement pour commander des hommes? Ça, c'est pas évalué, ça. C'est évalué annuellement, OK, sur une grille de notation, comme le manager est évalué annuellement en entreprise. Mais est-ce que, pour autant, on va lui redonner des cours de management? Alors que si on veut le promouvoir, il faut peut-être l'envoyer en formation de management derrière, lui donner des clés. Si on ne donne pas des clés à ces personnes, comment voulez-vous que cette personne arrive à manager correctement? Le management, ce n'est pas inné. Le management, on l'apprend. Le leadership, c'est inné. Un leader, c'est inné. La personne qui est leader va s'en sortir, mais la personne qui n'a pas une âme de leader en management, si on ne lui a pas donné des clés, il y a peu de chances que ce soit un management efficace et très efficient sur la durée. Il va faire illusion quelque temps. Pour en plus, il faut juste comprendre qu'en même temps que la personne, sa promotion, il aura grandi dans l'entreprise. Quand on fait partie d'un groupe, parce que c'est ça, c'est le groupe finalement, une équipe, elle est là. Quand il y a une personne qu'on extrait de l'équipe et qu'on fait passer à la promotion supérieure et qui reste et qui va manager les autres personnes, mais on le connaît déjà ses points forts et ses points faibles. Est-ce que c'est judicieux de le laisser sur la même équipe? Non, déjà. Maintenant, comme on connaît ses points faibles et qu'on ne l'a pas envoyé en formation, eh ben, il va être, finalement, pour lui, la difficulté sera de fédérer, d'arriver à fédérer en même temps en dessous. Fédérer, c'est un mot que je n'ai pas encore employé. Fédérer, c'est important. Fédérer une équipe, c'est important. L'amélioration continue, elle ne fonctionne que comme ça, finalement. Parce qu'on arrive à fédérer l'équipe pour monter. Tout le monde est gagnant. Il faut juste comprendre et faire passer au manager que si l'équipe gaze, le manager est gagnant, c'est lui qui est chef, et il fait passer et l'entreprise est gagnante. Tout le monde est gagnant. Les collaborateurs, par contre, c'est aussi apprendre à ce nouveau manager, à ce jeune manager, à dire que c'est lui qui a eu l'idée. Parce que ça aussi, hein, la prise de l'idée de l'autre, elle est là aussi, bien souvent, dans les équipes managériales. Et dans le commandement, dans les institutions, dans tout. C'est l'humain. Le facteur humain est vaste.
Mais ça en fait partie. C'est prendre les idées de l'autre et se les attribuer. Prendre les qualités d'une personne qui remplit bien son rôle, qui amène des solutions, et aller dire, voilà, j'ai une idée. Voilà. Or que tout le monde est gagnant. Dire, un tel m'a suggéré ça, c'est peut-être pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça aussi, manager, c'est ça aussi. C'est apprendre aussi, justement, la reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Et ça, c'est important. Donc voilà un petit peu, moi, comment je vois la chose. Et ça, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi, je le vois comme ça. C'est important de donner des clés et renvoyer peut-être les personnes, faire une petite formation managériale. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est important et de les mettre en situation. Il y a une évaluation avec des évaluations en même temps et des mises en situation derrière. Une nouvelle question? Monsieur. Merci beaucoup. Jean-Pierre Moreau, Santé Profession Financière, Académie de Comptabilité. Donc, de la formation à l'armée, à l'entreprise, bon, vous avez fait des passerelles tout à fait intéressantes, mais dans la fonction publique d'État, d'une manière plus générale, ou territoriale, ou hospitalière, n'y a-t-il pas déjà besoin de formation d'une manière plus générale? Et qu'est-ce que vous suggéreriez pour ces formations de crise, s'il y avait parfois des crises qui survenaient là? Je vous remercie beaucoup pour votre question. La formation de crise, c'est important. Donc là-dessus, c'est là-dessus que je forme les Master 2. C'est gestion de crise aussi. Quelle que soit l'institution, et le domaine hospitalier à l'heure actuelle, c'est aussi un vaste débat. Toutes les institutions, de toute façon, sont aussi en crise par manque de personnel, par pas mal de maux, de toute façon, dû, on va dire, c'est un phénomène sociétal. Mais on ne peut pas se réfugier derrière ça. Il faut les gérer, avancer, ne pas regarder derrière. Et par contre, il faut avancer, il faut regarder devant. C'est amener des objectifs derrière tout ça. Si on regarde derrière, à force de marcher en reculant, on se prend les pieds dans le tapis. Et si on se prend les pieds dans le tapis, on tombe. C'est un petit peu ça la problématique. Donc il faut apprendre à avancer, aller plus loin, à échanger, justement. C'est des groupes de parole, c'est des temps de parole. Et ça, c'est important. La gestion de crise, elle passera aussi par des temps de parole qui sont attribués au niveau des services, au niveau des équipes de management. Ça aussi, c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas le temps. Parce que le temps est compté. Parce que le temps, c'est de l'argent aussi. Et là-dedans, il faut quand même prendre peut-être ces 20 minutes ou ces 25 minutes de temps de parole entre les collaborateurs. La gestion de crise, elle viendra aussi par ça, par l'écoute, par les temps de parole. Il faut accepter aussi les paroles des uns et des autres. Il faut qu'il y ait des échanges. S'il n'y a pas d'échange, ce n'est pas possible d'avancer. Comment on va connaître les mots des collaborateurs si on ne donne pas des temps de parole? Les temps de parole, c'est autour d'un café. Ce n'est pas autour d'une table de réunion, il faut que ce soit informel. Quand c'est formel, les gens ne parlent pas. Donc il faut que ce soit de l'informel et que les gens puissent échanger. Et là, je parlais de relations de confiance. Ils échangeront sur les temps de parole qu'à partir du moment où il y aura justement ces temps de confiance, cette confiance qui sera établie, cette conscience qui sera là et qui sera vraie. Pas une confiance, dit « fais-moi confiance ». Non, c'est pas ça la confiance. La confiance, on ne la demande pas. La confiance, elle est là. Elle est là et elle sera là parce que la personne en face de vous osera vous parler. Vous oserez aussi l'écouter, dire « ouais, je me suis peut-être loupé ». C'est ça aussi. Dans le domaine militaire, je le faisais aussi, et je le fais pareil. Explique-moi comment tu as vécu ta fonction managériale, et moi je vais t'expliquer comment j'ai vécu ta fonction managériale. Ça aussi. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir le faire passer. Et je le faisais aussi bien dans mon job. On débriefe un entraînement. Explique-moi comment tu as vécu telle situation. Moi je vais t'expliquer comment j'ai vécu ta situation. Ça aussi, c'est important. C'est important d'échanger et d'avoir les impressions entre ce que je pense vous faire passer comme message, aussi bien dans mon attitude, dans mes paroles, et réellement ce que vous percevez. Il y a un monde. Et c'est exactement entre les questions et ce que vous voulez faire passer comme message et le message que moi je perçois, c'est pareil. Est-ce qu'on est vraiment... Voilà. On a toujours, quand on regarde après des vidéos, regardez, quand vous regardez des vidéos, des fois,
entre l'impression que l'on pense avoir donnée et la réalité, c'est deux choses différentes. Donc là aussi, il faut savoir écouter, se remettre en question. Ça fait partie de la remise en question aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je me permets de... C'est un grand sujet. Je me permets de poser à mon tour une question. Alors, sur cette question des générations, pourquoi X, Y, Z? Ça a commencé par X, en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'une sociologue britannique, dont je n'ai pas retenu le nom, avait été chargée d'un travail d'enquête sur les jeunes des années fin 70, début 80, qui succédait donc à la génération des 68ards. Les 68ards, dont nous sommes quelques-uns à faire partie, chers amis, vous les connaissez, donc fort en gueule, très marqués politiquement, idéologiquement, ayant un peu réponse à tout, beaucoup de réponses, peu de questions. Bon. Et puis arrive une autre génération, à côté, un peu palote, un peu indéterminée. Je me souviens, quand j'étais jeune prof de philo, le Nouvel Obs, donc au tout début des années 80, ou fin 70, je ne sais plus, le Nouvel Obs a titré sur ce qu'il appelait la bof génération. C'est la génération X. Vous leur posez une question, nous on répondait révolution, je ne sais pas quoi, De Gaulle, etc. Eux ils répondent bof. Génération X. Et comme cette génération était un peu indéterminée, un peu vague, cette sociologue britannique l'a appelée la génération X parce que X c'est l'inconnu. Génération Y, on l'appelle Y parce qu'elle vient après X, et Z parce qu'elle vient après Y. Mais voilà, ma question sur ce rappel historique étant fait, je vois bien la différence entre les 68ards et la génération X. Je vois bien la différence entre la génération X et la génération Y. Je vois beaucoup moins les différences entre la génération Y et la question Z, et la génération Z, pardon. Et donc j'aimerais que vous m'éclairiez de votre point de vue sur ces deux générations, Y et Z, quels sont peut-être leurs points communs, quelles sont surtout leurs différences, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence pour le management de l'une et de l'autre de ces deux générations. Je vous remercie pour cette question. Donc une question relativement vaste, qui pourrait quasiment refaire un débat là-dessus. Cette génération Y qui sort juste après une génération X qui était cette génération baby loser, hein, c'est un petit peu comme ça qu'elle était appelée aussi, puisque née sous X aussi, ça a été les débuts des nés sous X. Cette génération Y qui arrive après, elle arrive en même temps que le numérique. Elle grandit avec du numérique. Elle sort en même temps que le numérique. Et elle pense, elle, être sachante dans le domaine. Le problème, c'est que derrière arrive justement cette génération Z. Cette génération Z qui, elle, est vraiment née, elle est née déjà dans le smartphone. Elle est née déjà au milieu du smartphone. Elle n'a pas ce domaine de communication. La génération Y, encore, l'échange verbal. La génération Y, elle échange. Elle échange avec vous, elle échange avec tout le monde. Elle a quand même ce côté verbal, même si, on va dire, c'est bien souvent pour excuser son retard, parce qu'elle n'est jamais à l'heure. Mais sinon, c'est un petit peu ça. Mais cette génération Y, elle est là, elle est pertinente quand même, elle est présente. Elle fait cette transition, elle a une situation qui n'est pas simple, parce qu'elle cherche ses marques. Elle n'a toujours pas trouvé toutes ses marques, mais elle grandit. Et elle grandit, elle a des qualités qui sont les siennes, des qualités quand même en informatique, des qualités numériques, des qualités digitales, parce qu'elle se remet en question quand même en permanence, mais ce n'est pas la plus pertinente dans le sujet. La génération Z, elle, c'est la génération digitale. Elle est née qu'au travers de ça. Et on va aller, plus on va, et là en même temps est venu le Covid. Le Covid qui a amené aussi son modificateur comportemental au niveau de cette génération. Cette génération a très mal vécu le Covid. Elle a grandi, elle a l'impression qu'on lui a volé sa jeunesse. C'est un petit peu ça. Malheureusement, c'est vrai, pas vrai, mais le sujet est posé. Le sujet est posé. Donc là, elle est présente. Ils ont fait des efforts. Moi, je donnais des cours à l'université déjà, donc sur cette partie-là. Et cette génération, elle était présente. Elle était quand même présente. Elle venait chercher. Elle venait quand même chercher ses formations. Donc, elle a quand même, cette génération Z, cette envie d'être présente. Je les ai toujours eu à l'heure. Ils ont été ponctuels. Le seul qui était finalement en retard, c'était un Y. Hasard, c'est un pur hasard. Il n'était pas en retard de beaucoup, il était en retard de 5 minutes à chaque fois, mais tous les jours 5 minutes. Donc à partir du moment où il était là, je savais que la classe était au complet. Donc c'est au moins un avantage. Je savais où chercher. Mais cette génération Z, elle est vraiment pertinente
dans le domaine, elle a des questions pertinentes, elle veut avancer, elle regarde devant, elle a des objectifs, elle veut les atteindre. Ce n'est pas des objectifs à long terme. Le Y fonctionne avec des objectifs à long terme. Le Y cherche aussi les études, cherche la diplomation. Le Z, il va chercher des diplômes, ok, je les prends, il les réussit brillamment, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le diplôme. Cette génération Z, elle ne cherche pas le diplôme. Elle ne cherche pas l'excellence. Elle cherche à vivre, elle cherche à être heureuse. C'est ça. Elle veut être heureuse, elle veut travailler, mais elle veut travailler dans le bonheur. C'est ça qui l'intéresse. Alors que la génération Y, elle a encore un petit peu les relents de la génération X, avec un côté de la méritocratie, avec en même temps un côté de liberté, mais ce n'est pas encore le plein essor. La génération Z, elle veut vivre heureuse. Peu importe le salaire, là, ça va être heureuse. C'est ça, trouver du bonheur dans le travail, travailler heureux. C'est ça qu'ils cherchent, c'est la grosse différence, c'est ce qu'ils vont rechercher. Et à l'heure actuelle, je le vois au travers des cours, je le vois, ils se posent des questions. Ils se posent des questions, ah oui, mais bon, sur les responsabilités aussi. C'est aussi apprendre à quelqu'un d'être responsable des autres. Manager une équipe, c'est être responsable aussi de toutes les actions. Et ça, on ne l'aura pas appris. Chose que la génération Y, on l'aura appris. Mais est-ce qu'ils ont été réellement accompagnés? Bien souvent, la génération Y, elle pêche des fois par un manque d'accompagnement. C'est ça qui est bien souvent sur lequel... Et j'ai eu des cas, quand je vois une jeune cadre A de 28 ans qui va à un poste, qui va à un poste et qui n'est pas accompagnée. Et c'est ça qui est dommage. Elle se retrouve face à une difficulté, face à des gens d'une cinquantaine d'années, qui eux sont déjà dans l'entreprise depuis 25 ans, et la personne n'est pas accompagnée, on lui demande de prendre en main ces personnes. Le directeur lui dit, bah, allez là-bas, de toute façon, il n'y a pas de souci, ils sont avertis, vous arrivez. Non, c'est pas comme ça. Donc ça met déjà la personne en échec. Donc ces gens, ils ont besoin d'être accompagnés. La génération Y a besoin d'être accompagnée. La génération Z est beaucoup plus autonome, elle va s'adapter. Si ça lui satisfait, la génération Y va rester, le Z, lui, va partir. Vous ne l'accompagnez pas, il s'en va. La génération Y va rester. Elle va essayer de se débattre, elle va essayer de se battre. La génération Z, ok, bah, si là ça ne fonctionne pas, j'irai chercher ailleurs. Je vais aller chercher ailleurs. Elle ne va pas rester. Donc vous allez perdre peut-être un très bon collaborateur parce que vous ne l'aurez pas accompagné. Donc c'est important de l'accompagner. Accompagner les gens, accompagner sur la transition, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Une autre question, monsieur, allez-y. Michel Gougnard, je suis président du groupe Covea et j'ai été aussi DRH mes dernières années en activité. Et dans les sujets de l'actualité du moment, il y avait l'égalité homme-femme que vous n'avez jamais abordée. Est-ce volontaire ou est-ce que ça fait aussi partie des attentes et sous quelle forme cette fameuse génération Z? Merci pour votre question. Donc, la génération Z, moi, je ne l'ai pas abordé, l'égalité homme-femme, parce que pour moi, ça coule de source. J'en ai parlé vite fait, j'ai eu un petit encart dessus, voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas de... On va dire que, institutionnellement parlant, professionnellement parlant, j'ai jamais fait de différence de sexe homme-femme. Ce qui est important là-dedans, c'est la compétence. Dans certains domaines, il y a des femmes qui sont aussi compétentes, voire plus compétentes que des hommes. Et ça, moi, ça me gêne pas. Là-dessus, je suis dans le partage. Et dans le fait de dire du 50-50, homme-femme, non. Moi, je parle de compétence. Qu'on soit homme ou femme, ce qui va être important à un poste, c'est la compétence. Ce n'est pas le sexe. Est-ce que le sexe est important en lui? Non. La compétence est importante dans une entreprise. Dans l'institution, c'est exactement pareil. J'ai fait passer des tests, j'ai travaillé sur des batteries de tests aussi physiques, techniques, intellect, en sachant que les femmes, bien souvent, et j'ai eu un petit bout de dame qui est en stagiaire, pareil, qui a fait aussi bien, voire mieux que certains gars, et ben, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Ce qui est important, ça va être la compétence. Je ne suis pas dans le 50-50. La pluralité des sexes, bah ok, c'est très bien. Mais restons lucides, ce qui va être important, et à certains endroits, peut-être que ce n'est pas réalisable. Mais pourquoi pas? Honnêtement, là-dessus, c'est pour ça que c'est un sujet qui, pour moi, est un non-sujet. Parce que je suis parti sur le fait du 50-50, c'est pas bon.
et de valoriser la compétence, qu'on soit homme ou femme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une autre question? Oui, pardonnez-moi. Claude Varnet, j'ai fait une grande partie de ma carrière au ministère des Finances, mais j'ai également fait un tour à l'OTAN. J'ai été directeur des ressources de la NAMSA, donc j'ai été DRH à l'OTAN, dans un milieu militaire. Et une chose m'avait frappé, alors je vois tout à fait bien la différence que vous avez bien soulignée entre le commandement et le management. Là, j'ai vraiment touché du doigt cette affaire. Et je retiens une chose à la lumière de tout ce que vous avez dit, c'est que lors des entretiens de recrutement, enfin, j'ai présidé pas mal de recrutement, et quand on posait la question qu'on était obligé de poser à un candidat qui venait toujours d'un horizon militaire, quel est pour vous le bon profil du chef ou du leader? Il répondait toujours, c'est celui qui montre l'exemple. Jamais il ne disait, c'est celui qui fixe les objectifs. Alors, je me pose la question, avec la génération Z, qui semble peut-être avoir quelques difficultés à partager des objectifs avec les N+1 ou les N+2, comment est-ce qu'on s'y prend? Ou comment s'y prendront ceux qui seront aux affaires? Parce que je n'y suis plus, et dans cette salle, évidemment, on est quelques-uns à ne plus y être. Mais comment arriver à faire partager à cette génération Z le fait qu'il y a quelqu'un qui fixe des objectifs, qui en prend les responsabilités d'ailleurs, et qui lui-même verra son sort lié à l'atteinte ou pas de ces objectifs, alors qu'eux-mêmes, à ce que j'ai compris, ont une certaine difficulté, ils veulent vivre heureux, ils veulent vivre leur vie, ils veulent peut-être pas s'investir, ils ne construisent pas la carrière. Et l'idée d'avoir dans le groupe quelqu'un qui fixe des objectifs qui ne sont pas les leurs doit leur être tout de même assez étranger. Bon, il faut juste leur fixer du sens. Un objectif à atteindre, si vous ne lui donnez pas de sens, ils ne s'y attacheront pas. C'est donner du sens à l'objectif. Si vous donnez du sens à un objectif, que l'on soit leader, que l'on soit manager, que l'on soit dans l'institution, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donner du sens. On donne du sens aux choses, on donne du sens à l'objectif que l'on veut faire atteindre à la personne, ils chercheront à l'atteindre. C'est ça. Mais eux, ils ne sont pas là pour rester dans la durée, mais l'objectif qu'on leur donne à atteindre, ils vont peut-être rester pour ça. Parce que le sens de la vie, le sens de l'objectif à atteindre, quel est-il? À bon escient, à mauvais escient. C'est ça. Ce n'est pas la société, l'entreprise pour laquelle ils bossent, ça ne va pas être ça. C'est pas ça qui est primordial pour eux. C'est travailler dans le sens. Ils vont aller pousser au paroxysme à partir du moment où il y aura du sens dedans. Moi, je les ai vus se battre sur des sujets, mais ils vont jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout, ils vont chercher, ils n'aiment pas l'échec. Ils n'aiment pas rester sur leur faim, parce que c'est violent. Donc, ils veulent trouver des solutions, ils veulent aller chercher plus loin. Donc, ils vont aller chercher plus loin. C'est peut-être ça qui les fera rester dans l'entreprise. À partir du moment où vous leur donnez du sens et que la confiance est acquise, ils vont rester peut-être pour aller chercher justement l'objectif à atteindre. Parce qu'ils ne vont pas rester sur quelque chose d'inachevé. Ils n'aiment pas l'inachevé. Donc, ils sont là, ils veulent avancer, mais ils veulent avancer avec du sens. S'il n'y a pas de sens, ils partiront. L'objectif ne sera pas atteint parce que l'objectif n'a pas de sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Glazel, ancien président de la France mutualiste et ancien sous-lieutenant en Algérie pendant 2 années avec une section de combat. Pas de souvenir. En Grande Kabylie. Oui, la notion d'idéal est-elle toujours pertinente? Oui, il y a un idéal, mais c'est un idéal heureux. C'est un idéal de bien-être. L'idéal, ils ont un sens. Moi, je le vois parce que ils sont friands de venir chercher justement les retours d'expérience. Ils viennent chercher et l'idéal, ils l'ont. Ils ont un idéal qui est républicain aussi. Ils l'ont. Le problème, c'est de les induire et de les conduire dans la bonne direction. C'est ça. Un idéal, ils vont aller le chercher. C'est des gens qui sont, à l'heure actuelle, très prononcés et qui ont un goût très prononcé sur l'écologie.
quoi qu'il en soit, tous, quasiment. Ils y font un point d'honneur parce qu'ils savent pertinemment que il faut pérenniser la vie. Si on veut pérenniser la vie, il va falloir être écologiquement viable. Ça, c'est important. Et ils y attachent énormément d'importance. Ils ont un idéal, c'est déjà celui-là. C'est pour ça, quand ils disent vivre heureux, ils ne vivent pas heureux en termes de Woodstock. Ils vivent heureux, eux, en termes d'écologie et de continuer à vivre et à vivre heureux et surtout de liberté. Et ça c'est important. L'idéal, il est là. Leur idéal, il est là. Vivre bien, vivez heureux, partageons le travail, partageons les bons moments. Et c'est ça qui est important. Ils sont à l'écoute quand même, ils sont à l'écoute des autres. Chose où la génération Y n'était pas forcément à l'écoute. Ça aussi, ça fait une des différences, et était beaucoup moins à l'écoute. La génération Z est beaucoup plus à l'écoute, et je les vois parce qu'ils s'entraident. Ce n'est pas parce qu'ils s'apprécient forcément, mais ils s'entraident. Quelqu'un qui est dans la difficulté, ils vont l'aider. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à-là, n'était pas forcément perceptible dans les générations précédentes. C'était pas là, c'était pas forcément présent. Voilà un petit peu l'idéal qu'ils ont, c'est cet idéal de partage aussi. Voilà. Oui, personnellement, j'ai commencé à travailler à les générations avant X, très sensiblement. Et il y a une chose qui me frappe, c'est quand même que dans l'ensemble de la société, le monde de travail est celui qui a le moins évolué. Dans le fond, l'autorité a été mise en brève partout, hein, sauf justement dans l'entreprise où on continue à vivre sur des schémas d'autorité qui ne sont pas, qui confient du pouvoir à des gens qui ne sont pas formés à l'exercer. Dans le fond, avoir du pouvoir, c'est pas un honneur, c'est pas une chance, c'est pas un privilège, c'est plutôt un sacerdoce. Hein. Et donc, la nouvelle génération Z, pour moi, c'est celle qui termine cette révolution qui a traversé toute la société et qui maintenant atteint le dernier bastion qui existe, c'est l'entreprise. Hein, où le chef, c'est le chef. J'ai entendu des collaborateurs de 40 ans disant à leurs propres collaborateurs, mais discute pas, je suis le chef. Ce qui est surréaliste, hein, à l'époque actuelle. On n'est pas le chef parce qu'on a été nommé chef. Hein. Bon, ça c'est pour la génération Z. Et pour le management, c'est un peu ma conception du sacerdoce. Moi, j'ai souvent eu, dans certaines unités que j'ai eu le privilège de guider, des réflexions personnelles en me disant, est-ce que je suis dans une entreprise ou dans un service psychiatrique, hein? Parce que les gens, faut les prendre en charge. Et il y a une anecdote que je veux bien... Je regrette d'avoir oublié l'auteur, mais Michel se souvient d'avoir reçu le livre que je lui ai offert, même s'il ne se souvient pas de l'auteur non plus, d'un professeur de l'Université de New York en relations sociales, qui a passé 1 an à aller travailler anonymement dans une douzaine de fast-food, qui est aux États-Unis le pire endroit pour travailler. Hein, parce que l'atmosphère est désagréable, c'est mal payé. Quand on crève de faim, on est sûr, en allant taper au fast-food, qu'on trouvera un job. Et parce qu'ils sont toujours en sous-effectif, toujours, compte tenu de ça. Et le taux de rotation était de 100. Et sur la douzaine, il y en a trouvé 2 qui marchaient, un très bien, et l'autre moyennement bien. Et quelle était la différence? La différence, c'est le management. Celui qui marchait bien, et là, la règle est universelle, elle n'est pas Z, elle n'est pas Y, elle est universelle. Celle qui marchait bien, c'était une jeune femme qui dirigeait l'équipe, elle prenait les gens en charge, comme vous l'avez dit, elle s'occupait de leurs problèmes personnels, parce que les gens qui ont trop de problèmes personnels, ils ne peuvent pas s'investir dans leur boulot. Elles y suivaient, parce qu'une des sources principales des difficultés, c'est que lorsqu'il y en a un qui est en retard, le client proteste contre le serveur proteste contre celui qui fait les frites, celui qui fait les frites proteste contre celui qui doit éplucher les patates, et finalement, l'atmosphère devient terrible, et parfois, en plein service, il y en a qui claquaient la porte, sans se soucier de récupérer leur fric, sans se soucier de rien du tout, parce qu'ils en avaient marre. Et elle allait toujours seconder, presque remplacer celui qui était à la peine. Moyennant quoi, évidemment, le climat s'améliore, les gens sont contents, le taux de rotation baisse, donc l'effectif peut être complété. Donc, encore une fois, l'amélioration suscite une amélioration de 2e niveau, etc.
Donc moi je crois qu'il y a effectivement ces deux parties, une partie universelle, et là nous avons hérité de sociétés où la hiérarchie est basée sur des critères qui ne sont pas des critères de compétence, et ça diminue, ça diminue, ça diminue, et c'est les victimes, je veux dire, qui la contestent le plus, hein, pas les acteurs et les bénéficiaires, et il faut qu'on abandonne cette culture. Elle va disparaître, je pense, avec la future génération. Pas totalement, parce que c'est inhérent quand même à la nature humaine de vouloir exercer du pouvoir. Hein. Mais je pense que il faut absolument que ça disparaisse, que l'autorité soit basée sur la compétence, sur le service que l'on rend, et non pas sur ce qu'on prend. Hein. Et je crois que cette nouvelle génération, la génération Z, c'est celle qui va peut-être permettre d'accomplir cette dernière réforme à effectuer. C'est mon sentiment. Eh bien, Pascal voudrait quand même le mot de la fin. On ne va pas laisser Jean-Claude conclure. Vous pouvez vous-même conclure, si vous voulez bien, en quelques minutes. En conclusion, pour moi, cette génération, pour moi, c'est la plus belle génération. Cette génération, elle a un avenir. C'est notre avenir aussi. C'est celle qui va perdurer, c'est celle qui va durer. C'est celle qui va conduire et qui va devoir affronter la future génération qui arrive, qui est une génération alpha. Parce qu'on a fait le tour, de toute façon, de l'alphabet, donc on recommence. Mais cette génération alpha qui va être compliquée aussi à gérer, parce que cette génération alpha ne communique pas. Alors, cette génération Z, il va falloir ne pas lui tirer dessus à coups de boulet rouge, mais l'aider à avancer, l'aider à créer des formations pour elle. Ça va être important. Vous avez la plus belle génération. Cette génération qui n'est pas... Il faut juste comprendre, l'autorité, elle l'accepte ou elle la refuse. Elle n'accepte pas l'autorité parce que, comme l'a très bien dit Monsieur le Président, elle ne l'accepte pas parce que je suis le chef. Elle l'accepte parce qu'il y a la reconnaissance du chef. Et c'est ça qui est important. Donc, aidons-les, amenons des clés, créons des formations pour eux, et ce sera transposable dans toutes les situations. Et que ce soit... Ils n'ont pas fait de service militaire, certes, mais ils seront à l'écoute, ils sont preneurs. Ils sont preneurs, et c'est ça qu'il faut prendre. Moi, je le vois dans les formations, ils sont preneurs de tout ce qu'on peut leur donner. Ils sont intéressés de la question militaire. Ils viennent chercher. Moi, j'ai beaucoup de questions. Quand je les ai en cours, ils viennent chercher dans les intercours. À l'issue, ils viennent chercher. Ils ont besoin de réponses là-dessus. Donc, l'affaire d'État, c'est un vrai sujet pour eux. Ce n'est pas un non-sujet. La France, ils y tiennent. Mais ils veulent un pays heureux. Ils veulent une république heureuse. Et ils veulent vivre heureux. Ils veulent que leurs descendants soient heureux aussi. C'est ça qui est important. Donc, on a tout intérêt à leur donner des clés. On a tout intérêt à les aider et à les comprendre. Et c'est ça qui est important. Voilà. Merci de votre attention.